Bonjour, alors aujourd'hui je suis avec Tess, 20 ans, qui a été atteinte pendant environ 5 ans, si je me trompe pas, d'anorexie mentale. Bonjour Tess. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça a commencé pour toi, ta pathologie? Ok, donc j'allais avoir 12 ans, c'était l'été avant ma rentrée en cinquième. Et je voulais perdre du poids parce que j'étais une petite fille qui était assez ronde. Et puis super rapidement, c'est devenu obsessionnel, assez, enfin comme souvent. Sauf que au départ, l'anorexie, ça avait quelque chose d'ultra positif sur ma vie. Parce que moi qui avais été élève moyenne, je devenais très bonne élève, tout le monde me félicitait de perdre du poids, etc. Et donc ça a commencé Tu comme ça. m'expliquais lorsqu'on en a parlé la première fois qu'en fait tu avais vécu beaucoup de déménagements et que Ouais, de collège en collège finalement tu te prenais des remarques, etc. c'est ça, exactement. Du coup, l'entre-collège, pour moi, ça s'est vraiment super mal passé parce que j'étais une petite fille qui était un peu dans mon monde. J'étais nouvelle et j'avais un prénom qui était un peu étrange à l'époque pour les gens. Et du coup, on a commencé à se moquer de moi pour ça, pour mon prénom, mon physique, mon poids, enfin, mon nez, vraiment absolument tout. Et du coup, quand j'ai su qu'on allait redéménager, je me suis dit qu'il fallait que je perde du poids pour me faire des amis ou au moins pour passer inaperçu dans le nouveau collège dans lequel j'allais arriver en fait. T'as commencé en fait à regarder, à te renseigner sur internet et tout ça? Ouais, exactement. En fait, je pouvais manger comme une anorexique pour perdre du poids sans vouloir devenir anorexique. Mais du coup, pour savoir comment rééquilibrer mon alimentation ou juste manger peu pour perdre du poids. Et puis, je me suis dit qu'en fait, quand j'aurais le poids adéquat, je me remettrais à manger normalement, quoi. Sauf que, bien évidemment, c'est pas possible, mais j'étais jeune et du coup, j'avais aucune conscience de ce que ça engendrait de faire ce genre de choses, en fait. Donc, je suis tombée sur des forums hyper mauvais, sur des réseaux sociaux où, pareil, les gens s'entraînaient là-dedans, sauf que c'était des gens qui étaient plus âgés. Moi, j'avais que 12 ans. J'étais vraiment la plus jeune, hein, quasiment toujours. Et du coup, aucune conscience, en fait, de ce que ça représentait, de ce que ça impliquait à long terme, pas du tout, quoi. D'accord. Et pendant environ un an, t'as perdu 15 kilos à ce moment-là, c'est ça? Exactement, exactement, exactement. J'ai perdu ouais, la première année très très vite du poids parce qu'aussi j'ai rééquilibré mon alimentation et c'est vrai que comme j'étais ronde, au final c'était juste le poids qui se... Je suppose que ça se rééquilibrait aussi sans que ce soit vraiment dramatique la première année. J'ai juste commencé à avoir des mauvais réflexes qui étaient compter mes calories ou des choses comme ça. Et puis à mettre des petites règles débiles, genre fallait pas que... Je me disais qu'il fallait pas que je mange un yaourt et un fromage, mais c'était soit l'un soit l'autre, ou que je me resserve plus, etc. Et puis après, ça c'est... Je dirais quoi, c'est vers 13 ans que toutes les mauvaises choses vraiment, qui sont des choses d'anorexique, en fait, des comportements anorexiques se sont vraiment mis en place fortement, quoi. Et comment ça se manifestait chez toi, du coup? Du coup, comme on l'a dit, par une perte de poids super forte, en fait, puisque du coup, j'ai perdu entre le poids de départ et le poids plus faible que j'ai fait, 50% de mon poids. Mais ça s'est fait vraiment sur 2 temps distincts. Comme tu disais, la première année d'abord. Et ensuite, j'ai eu une phase où pendant un an et demi, j'ai pas perdu de poids, mais du coup, je suis tombée dans les idées noires, l'automutilation, etc. Et quand je suis un peu sortie de ça, je suis retombée dans une anorexie, mais qui était vraiment beaucoup plus dure, où là, j'ai reperdu du poids et je suis arrivée à quelque chose de très faible. Et puis, ça s'est aussi manifesté forcément par l'alimentation. Euh, à 13 ans, je me suis dit qu'il fallait plus que je mange le midi. Et puis, comme j'étais à la cantine, mes parents, ils le savaient pas. Et du coup, c'était plus facile. Et puis vers 14 ans, j'arrivais plus en fait à manger de trucs solides. Donc en fait, je mangeais plus que des purées, des soupes pour bébé et enfin, je mixais mon jambon en fait dès que c'était dur, je sais pas pourquoi, j'y arrivais pas du tout. Et en plus, je me faisais vomir, donc c'était vraiment catastrophique. Et après, j'ai eu une hospitalisation et quand je suis sortie de cette hospitalisation, j'avais réappris à manger, sauf que tout était chiffré. L'alimentation, c'était vraiment devenu que des chiffres, donc il fallait que je pèse ce que je mange. Et s'il y avait 10 grammes de plus dans mon assiette, c'était mort, genre j'y arrivais pas. Et puis, et je mangeais en fait très très peu varié. Je dirais qu'il y avait 3 types de féculents, 3 types de légumes, 3 types de légumineuses et peut-être pareil, que des viandes blanches en fait, et surtout pas de gras. Genre c'était vraiment impossible de manger du beurre, de l'huile, un yaourt avec des pourcents de matière grasse, c'était impensable. Et au-delà de l'alimentation, j'avais plein de tocs et d'angoisse, c'est-à-dire que je me pesais le matin et le soir, je mangeais très très lentement, et
je sais pas pourquoi aussi, mais je mangeais très très chaud ou très très froid. Mais je mangeais pas, enfin, je me brûlais la langue en fait, tout le temps. Je comptais les calories aussi, ça c'était vraiment horrible. C'était tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, je prenais en photo tout ce que je mangeais. Vraiment tout, tout, tout. Comme pour avoir une conscience, ou je sais pas exactement. Mais ça se manifestait vraiment par ces choses-là, principalement. Et tes parents étaient au courant ou pas? Quelles ont été leurs réactions? Euh, ouais, ma maman, elle s'en est rendue compte très vite qu'il y avait un problème. Du coup, elle m'en a parlé tout de suite. Elle me disait par exemple que c'était bête de compter mes calories ou qu'il fallait juste que j'écoute mon corps, etc. Et que surtout je devais plus perdre de poids. Sauf que bah moi, pour moi en fait, ça n'avait aucun sens ce qu'il disait parce que j'étais persuadée dans ma tête d'ado que de toute façon il pouvait pas me comprendre et que tout ce qu'il voulait c'était que j'arrive pas à mon objectif et donc bah je les écoutais pas en fait, ça avait vraiment aucun impact et jusqu'à ce que j'ai 15 ans je pense, tout ce qu'il pouvait me dire, je l'entendais pas du tout en fait. J'étais hyper fermée et du coup bah, c'était compliqué quoi. Et après, quand le diagnostic il a été posé, du coup j'avais 14 ans et, euh, et là ils ont pris conscience, enfin ils ont pris conscience, ils ont été hyper compréhensifs plutôt. Enfin vraiment j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des parents aussi compréhensifs, aussi, aussi présents et même s'ils comprenaient pas, ils étaient hyper T'as présents. pris conscience de tout ça? Bah, en fait, c'est assez compliqué. Je dirais qu'en fait, c'est deux choses qui sont imbriquées. Donc, c'est paradoxal, en fait. En gros, j'ai cherché à être anorexique, c'est ce que j'expliquais un peu plus tôt, dans le sens où j'ai baigné dans la pathologie parce que j'ai été hyper connectée. J'allais donc sur les forums pro-anorexiques, je lisais énormément de choses, j'allais beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais en gros, quand le diagnostic il a été posé, c'est comme si c'était pas vraiment posé sur moi. Et c'est seulement a posteriori, vraiment vraiment a posteriori, j'avais bien 16 ans et demi, que je me suis rendu compte que c'était moi en fait qui avait été malade et pas seulement la fille sur les réseaux sociaux ou mon corps, mais que c'était vraiment moi. Et encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez présent dans le sens où j'ai pas l'impression que c'est moi en tant que tel qui était, ça va mieux, mais que c'est moi en tant que tel qui était malade, mais que c'est quelqu'un d'autre que je connais très très bien, qui m'a tout raconté dans les détails et donc que je peux comprendre, mais que c'est pas vraiment moi en fait. C'est vraiment hyper paradoxal, comme si j'avais dissocié ma tête, mon corps et la personne que je voyais en fait, que j'exposais sur les réseaux ou des choses comme ça. Et pendant ton parcours, du coup, t'as bénéficié d'un accompagnement médical? Ouais, j'ai été hyper accompagnée. J'ai d'abord vu une psychiatre. Au bout de quelques mois, elle a dit qu'il fallait que je voie un pédiatre à l'hôpital. Et du coup, j'y suis allée toutes les semaines pendant 2 ans. Fin 2014, j'ai commencé à voir une psychologue que j'ai vue toutes les semaines pendant 2 ou 3 ans aussi. Et j'ai aussi fait des séances de Reiki. Donc on va dire, c'est une méthode de soin, le Reiki, qui est japonaise et qui est hyper alternative. Ça fonctionne par apposition sur le corps pour faire, enfin des mains sur le corps, pardon, apposition des mains sur le corps pour faire circuler les énergies, etc. Et en fait, c'était des séances où je pleurais énormément alors qu'il se passait rien de façon concrète, mais ça me faisait du bien. Et j'ai aussi fait, c'est pas vraiment médical en tant que tel, mais beaucoup de yoga parce que ça m'a permis de reconnecter ma tête et mon corps. Et aujourd'hui, le yoga, et puis je vois toujours une psy de façon plus ponctuelle, mais c'est des choses qui m'aident vraiment encore pour comprendre quand il y a des... Enfin, pour pas que ma tête, en fait, elle reprenne le dessus systématiquement, en fait. Et tu m'avais dit aussi quand on s'était rencontrés que Ouais, t'as été hospitalisée plusieurs fois et que c'est des ouais. hospitalisations qui n'avaient pas été efficaces. Non. Les hospitalisations, disons que elles étaient... Enfin, c'est le problème des hôpitaux, en fait, surtout les 2 premières, mais disons qu'il n'y a pas vraiment de prise en compte enfin, il n'y avait pas, en tout cas pour moi, de prise en compte de la personne que j'étais, c'est-à-dire que, ok, j'étais anorexique, donc, enfin, je répondais aux symptômes d'anorexie, et donc il allait falloir mettre, enfin, telle, telle façon de faire sur moi, parce que c'est comme ça qu'on soignait les anorexies, donc c'était isolement, j'avais pas le droit de voir mes parents, j'avais pas le droit à mon téléphone,
J'ai passé 8 semaines enfermée dans une chambre d'hôpital à pas pouvoir aller voir à l'extérieur. Et je reprenais du poids forcément parce que j'étais enfermée et que du coup, tu fais rien. Donc bon, hormis penser à la nourriture et manger, reprendre du poids pour sortir, ça allait. Mais à long terme, ça fonctionnait pas du tout parce que dans ma tête, je faisais pas du tout le cheminement nécessaire pour accepter la prise de poids. Et c'était pas une prise de poids réelle dans le sens où si tu reprends pas vraiment du poids dans la vie active, forcément que le jour où tu retournes dedans, en fait, ça fonctionne pas parce que ton corps, il a pas repris ce poids-là pour fonctionner. Enfin, même si, bien sûr, quand tu es dans un état où tu fais même pas 40 kilos, il faut reprendre du poids à l'hôpital parce que c'est dangereux pour ta santé. Mais à long terme, la prise de poids, pour moi, ça doit vraiment être quelque chose, justement, qui s'effectue sur le long terme pour que tu sois d'accord avec ça, en fait, en tant que personne malade, quoi. Puis, c'est vraiment... en fait, pendant ma 3e hospi, mon pédiatre était parti et c'est un autre pédiatre qui a pris le relais. Et lui, il m'a dit, bon, j'ai vu que tu as été hospitalisée 2 mois cet été, c'était il y a 4 mois, ça n'a rien donné. Est-ce que tu veux qu'on essaye la sonde à domicile? Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, ouais, parce qu'en fait, je pouvais continuer à aller au lycée, continuer à avoir des gens, être chez moi avec mes parents et en plus prendre du poids sans que ce soit moi qui le prenne, puisque c'était la sonde en fait, et moi j'avais pas à me mettre à manger énormément alors que je mangeais quasiment rien avant d'un coup. Et du coup, je suis rentrée chez moi avec la sonde, et en fait, c'est vraiment le fait d'être chez moi avec un suivi forcément très important, parce que je voyais psychiatre, médecin toutes les semaines, mais en étant chez moi, que ça a été en fait à long terme. Et du coup, la sonde, tu l'as portée en allant au lycée, Ouais. dans la rue et tout. Est-ce que tu as Ouais. souffert du regard des autres? Parce que forcément, ça Euh, attire l'œil. ouais, exactement. En vrai, pas du tout. Je la voyais vraiment comme en fait, j'avais l'impression qu'elle me protégeait des autres. Que si on me regardait, c'était pour la sonde, mais c'était pas pour moi. Donc, j'étais cachée derrière elle et ça m'allait vraiment très très bien. Ensuite, les gens, ils m'ont pas vraiment posé de questions. Je me sens juste d'un petit garçon dans un magasin qui vient me voir et qui me demande ce que j'ai ou des choses comme ça. Mais au lycée, par exemple, les gens, ils posaient pas de questions, ils venaient pas me voir. Je suppose qu'ils en parlaient entre eux, peut-être, oui, encore. Mais à moi, pas du tout. Et du coup, ça m'a pas pesé du tout alors que je l'ai gardé longtemps, mais en tout cas le regard des autres m'a pas pesé. Et puis comme à moi ça me faisait du bien dans le sens où j'ai accepté la prise de poids avec, je l'ai pas mal vécu, du tout en fait. Est-ce que tes amis étaient au courant de ce que tu traversais ou de ton parcours? Euh, bah, C'était un peu étrange parce que au moment où j'étais vraiment malade, j'avais pas de copines proches en fait. J'allais au lycée ou au collège, mais j'avais pas de copines en fait qui avaient pas de troubles alimentaires, on va dire. Euh, mais en tout cas, j'ai jamais dit explicitement aux gens que j'étais anorexique. J'y arrivais pas du tout en fait, puisque déjà moi, j'arrivais pas à me dire que c'était moi qui étais malade. Donc dans ma vie réelle, quand on me posait la question, j'étais incapable de dire que j'étais anorexique. Mais je suppose que les gens ils le savaient. Enfin, manger à la cantine, c'était un sketch. J'avais plein de tocs et puis il y avait plein de cours auxquels j'allais pas. Et puis j'avais la sonde forcément. Donc les gens ils devaient le savoir, mais quand on me posait la question, enfin c'est déjà arrivé qu'on me demande pourquoi est-ce que j'avais une sonde par exemple ou à quoi ça servait ou qu'est-ce que j'avais. Je m'y tenais un truc, je disais que j'avais une maladie d'estomac ou que des trucs assez bêtes où les gens n'y croyaient certainement pas, mais ça m'évitait de dire que j'étais anorexique en fait. Oui, parce que quand même ça prend énormément de place dans la vie, Ouais. ce type de pathologie. Est-ce que tu as eu des conséquences physiques, sociales, enfin je veux dire, des conséquences aujourd'hui présentes? Aujourd'hui, je dirais que j'ai de la chance et que il n'y a pas vraiment de conséquences en tant que telles. Enfin, physiquement, j'ai juste mes règles, ça s'est jamais remis correctement. Et du coup, j'ai un gros dérèglement à cause de ça qui a fait que j'ai dû être transfusée en novembre parce que j'ai perdu énormément de sang. Et j'ai perdu énormément de sang. Et du coup, j'ai dû être transfusée. Et je dirais que une des conséquences, ce qui a fait que ça a été aussi loin, c'est que à cause de l'anorexie, je pense, le corps, j'ai beaucoup de mal à interpréter les moments où ça va vraiment pas, où mon corps il me dit bon là faut que tu ailles chez le médecin parce que ça va pas en fait.
Du coup, je laisse traîner et je me rends pas vraiment compte que je suis fatiguée, je me rends pas vraiment compte que bah, ça va pas aller du tout ou des choses comme ça. Mais sinon, j'ai de la chance, y a pas j'ai pas trop de conséquences là-dessus. Ça a mis du temps à se remettre, mais aujourd'hui ça va. Enfin, j'ai pas de problème, on va dire physique au-delà de ça. J'ai pas de dérèglement des reins ou socialement, j'ai pas de problème à me faire des copines ou des choses comme ça. J'ai de la chance, ça va. Et aujourd'hui, est-ce que tu considères que tu t'en es sortie ou... Euh, ouais, je considère que je m'en suis sortie dans le sens où j'ai une vie qui est ultra normale. J'ai des copines, je vais en cours, je sors, etc. Après, oui, forcément, il reste des petits, euh, des petites pointes de choses, notamment pendant les périodes de stress où en fait je suis quelqu'un qui du coup angoisse super vite et je pense que l'anorexie c'était aussi une façon de gérer l'angoisse et du coup c'est surtout ça que pendant les périodes d'angoisse mon cerveau automatiquement il fait que je retombe dans euh, ah peut-être que j'ai grossi ou ah non mais je vais faire attention à ce que je mange ou parce que ça me permet en fait de déplacer ce stress sur quelque chose que je peux maîtriser je pense du coup c'est plutôt ça mais maintenant, je suis aguerrie. Je sais que bah, quand je recommence à me dire oh, putain, peut-être que j'ai grossi, je sais que ah, il y a autre chose derrière, j'angoisse pour quelque chose, et du coup, je vais aller chercher pourquoi j'angoisse. Enfin, il y a ça que ça a servi le suivi psychologique, mais à mettre en place un chemin de réflexion qui fait que tu t'arrêtes pas aux symptômes de ah, j'ai grossi comme avant, tu vas chercher derrière ce qu'il y a. Et donc voilà. Mais oui, ça disparaît jamais totalement non plus, je suppose, ou peut-être avec le temps encore, parce que c'est pas si vieux que ça non plus. Mais c'est gérable. Donc t'écoutes beaucoup plus ton corps aujourd'hui, t'arrives Ouais, à plus savoir finalement. ouais, c'est exactement ça. C'est la, c'est la quête de mon existence d'arriver à être capable d'entendre quand ça va pas et de faire en sorte bah, que ça prenne pas des proportions disproportionnées justement. Et voilà, mais c'est compliqué. C'est vraiment la chose, je pense, la plus difficile à mettre en place, c'est d'être capable d'écouter son corps et pas d'écouter ses angoisses en fait. C'est super difficile de faire la part des choses parce que, et ça je pense que c'est dans tous les troubles alimentaires que la tête elle prend vraiment le dessus sur, sur l'entièreté et il faut vraiment faire un travail sur soi-même pour arriver à entendre son corps, arriver à entendre quand on a faim ou plus faim, arriver à entendre que ah bah en fait j'ai mal au dos. Par exemple ça c'était des trucs que je ressentais pas du tout. J'étais incapable d'entendre mon corps en fait tout simplement. Bah tu peux en être fier, hein. Et C'est trop justement, gentil. justement, quels sont tes succès que tu pourrais Euh, partager, dont tu peux être fier? bah, je dirais que c'est vraiment ça, le fait d'écouter mon corps, c'est la chose dont je suis la plus contente d'être capable, en tout cas d'avoir compris fallait le faire. Bah, après, dans les choses les plus pragmatiques, on va dire, de plus me peser, d'être capable de manger tout et sans compter, de quand je vais en soirée, bah, pas me prendre la tête, ou quand je suis avec mes potes, ou des choses comme ça. Être capable aussi de ressentir, bah, c'est ce qu'on disait avant, mais quand ça va ou quand ça va pas, quand je suis stressée ou pas, quand j'ai faim ou pas, que ce soit bah, plus seulement en fait ma tête qui me guide en fait. C'est vraiment ça la chose la plus cool et puis bah sinon juste d'avoir une vie normale. Franchement c'est trop c'est trop agréable en fait. On se rend compte de la chance qu'on a de juste faire des trucs basiques, d'aller en cours, voir ses potes. Enfin, c'est trop bien. Et qu'est-ce que ton parcours t'a apporté de positif? Euh, je dirais qu'il m'a apporté déjà une force de caractère dans le sens où je sais que quand il y a quelque chose qui va pas, qu'il y a par exemple ces moments de creux où il y a des mauvaises choses qui peuvent revenir, des mauvais réflexes, bah je sais que c'est temporaire, que ça va aller, que c'est juste passager et que bah c'est aussi parce que je vis que ça arrive. Je dirais que ça m'a aussi apporté un genre de capacité réflexive, ça c'est dû c'est grâce à ma psychologue, mais que quand tu ressens quelque chose qui va pas, tu sais qu'il faut mettre un chemin de réflexion. Par exemple, je ressens de l'angoisse. Ok, pourquoi je suis angoissée? Qu'est-ce que ça signifie et comment je peux le gérer en fait? Ça m'a vraiment servi à ça. Et en fait, ça sert pour plein de trucs dans la vie, bien au-delà de l'anorexie. Et puis,
Et puis aussi, ça m'a appris à profiter des trucs hyper simples. Genre, c'est ce que je disais avant, encore je me répète, mais ouais, de profiter de mes copines, de mes parents, de mes sœurs, de voyager, ouais, de prendre des trucs simples comme des trucs hyper cool, parce que c'est hyper cool en fait, et que c'est pas donné à tout le monde. Et du coup, voilà. C'est assez cliché, hein, mais... non, c'est bien, c'est tant mieux. Et quel message t'aimerais faire passer avec ce Je dirais qu'il y a 2 messages différents. Il y en a un premier par rapport au système de santé, parce que je pense qu'il y a plein d'évolutions à mettre en place dans la prise en charge des troubles du comportement alimentaire. Par exemple, pendant les hospitalisations, pour moi, l'isolement, le chantage, le forcing, c'est des trucs c'est des méthodes qui sont obsolètes. C'est important, je pense, de responsabiliser. En tout cas, pour moi, c'était hyper important de responsabiliser, de pas seulement jouer sur la peur et de reconnecter les personnes qui sont atteintes de ces pathologies au monde pour que dans la guérison ou dans la prise de poids, etc., il y ait une vraie résilience. Je pense que c'est aussi important de se décentrer du chiffre pour permettre une prise en charge et une considération des malades en fait avant un poids critique, parce que moi j'étais peut-être plus malade quand je faisais 50 kilos que quand j'en faisais 38 par exemple. Et c'est également important, je pense, que y ait pendant les hospitalisations même une prise en charge en fait où on fasse vraiment réfléchir la personne qui est malade pour que ça s'inscrive dans la durée, quoi, qu'on prenne le temps, qu'on arrête de précipiter tout le temps et systématiquement, parce que c'est peut-être aussi en prenant le temps qu'on arrive à quelque chose qui fonctionne sur du long terme. Et pour les personnes qui seraient touchées par l'anorexie, parce que je peux parler que de ça, il y a ce truc, en gros, oui, comprendre que oui, t'as de la valeur, oui, être imparfaite ou imparfait, ça va, c'est ok, que la norme qu'on s'est fixée, elle n'existe pas, qu'on se la crée, que tout ça, c'est que des règles, des normes qu'on s'est imposées, mais qu'elles sont pas vraies et elles sont encore au moins immuables, qu'on doit être dans l'amour et la bienveillance pour soi et trouver son propre équilibre, qu'il faut se reconnecter au monde, aux gens et aux choses, c'est super important. Personne ne peut le nier, il y aura forcément des moments qui seront compliqués, mais ils sont pas graves, ils sont là pour nous montrer que qu'on doit encore s'interroger, qu'on doit encore évoluer, etc. C'est des alarmes en fait. Et que vraiment la morale de tout ça, c'est qu'il faut être bienveillant avec soi-même et regarder plus loin que le moment complexe, que c'est pas dramatique d'avoir un moment de creux et que à long terme ça ira en fait, c'est que ça avance et c'est pas grave et qu'on s'en sort et que la vie elle est cool. Vraiment. Merci beaucoup pour ces beaux messages. Merci beaucoup de donner la parole sur ce sujet-là. Merci à toi de nous faire confiance et d'avoir partagé ton expérience avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.